Une question, géostratégie, vaccination contre le paludisme, pourquoi l'Afrique? Nous nous interrogeons. Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui emporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à cette édition de Parole panafricaniste. L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert lundi dernier à un second vaccin contre le paludisme. Le R21/Matrix-M permet, nous dit-on, d'immuniser les enfants contre cette pathologie. Fabriqué par le Serum Institute of India, il est jugé sûr et efficace. Sûr et efficace pour qui? C'est une interrogation. Son utilisation, nous dit-on, a déjà été autorisée au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso. Une seconde question cependant. Pourquoi les pays africains et pas les pays européens? C'est toujours une interrogation. Alors qu'en 2021, un autre vaccin, cette fois-ci on parlait du RTSS, produit par le Britannique GSK, était devenu le tout premier vaccin à être recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Dans les zones de transmission saisonnière, le vaccin a permis de réduire de 75% les cas symptomatiques de paludisme dans les 12 mois suivant l'administration de 3 doses. Une 4e dose administrée 1 an après la 3e s'est avérée maintenir la protection, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, on nous dit directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, ce dernier accepte justement qu'aujourd'hui, ces vaccins contre le paludisme soient administrés aux enfants africains. Pourquoi pas les enfants des autres continents? Pourquoi pas le continent européen, le continent américain? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi avoir choisi entièrement et totalement le continent noir? Le directeur de l'OMS a présenté donc le nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, maladie qui existe à l'état endémique dans plusieurs pays et précisément en Afrique. Il nous dit bien sûr que la maladie est l'une des principales causes de mortalité infantile sur le continent noir. On aime tellement le continent noir que la seule chose à faire, eh bien, c'est d'administrer ce nouveau vaccin à tous les enfants de 0 à 5 ans. Peut-on dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, que l'Occident a aimé un jour les Africains? Qu'est-ce qui se cache d'ailleurs derrière cette vaccination contre le paludisme? Quand on sait pertinemment que plusieurs plans de dépopulation visent entièrement et totalement la population africaine. Quand on sait pertinemment que d'ici à 2050, ce sera la population la plus grande sur Terre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette vaccination contre le paludisme sur le continent noir? Et pourquoi avoir choisi ces 3 pays? Je précise, le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso. Et on nous fait savoir d'ailleurs dans les jours à venir que d'ici le mois de novembre prochain, mesdames, messieurs, ce sera au tour des autres pays de l'Afrique subsaharienne. J'insiste sur le terme. Mais écoutons. Voici ce que déclare d'ailleurs ce dernier. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Le paludisme reste un défi majeur, à plus de 220 millions de cas et environ 500 000 décès par an. La majorité de ces décès surviennent chez des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Vous avez tout compris. Nous disposons déjà d'un vaccin antipaludique homologué qui a été mis en œuvre dans 3 pays jusqu'à présent et qui commencera à être déployé l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement de ce vaccin particulier, le fait de disposer d'un 2e vaccin ayant une efficacité similaire, mais dont l'approvisionnement est disponible et dont le prix permet une intervention rentable, aura un impact considérable sur l'Afrique subsaharienne, déclare d'ailleurs le professeur Azra Ghani, épidémiologie des maladies infectieuses, Imperial College de London. Je repose encore la question. Pourquoi viser entièrement et totalement le continent noir et précisément les enfants de 0 à 5 ans? Voilà encore qu'on nous fait savoir que le nouveau vaccin qui a reçu mardi le label de l'OMS a une efficacité avérée, je vous donne en 1000,
de 77%. Je me reprends. Mardi dernier, eh bien, le nouveau vaccin a reçu le label de l'OMS et on nous dit que ce vaccin a une efficacité de 77%. Si ce vaccin a justement 77% de fiabilité et surtout d'efficacité, eh bien, vous verrez d'ailleurs qu'il y a 23% qui manquent à ce vaccin. Et les 23% sont pour qui? Allez savoir. Maintenant, on nous fait également savoir, reste le coût et la capacité de production. Et l'OMS annonce qu'au moins 100 millions de doses devraient sortir chaque année des usines indiennes. Si ça sort des usines indiennes, pourquoi ne pas vacciner les enfants indiens? En tout cas, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Géostratégie, vaccination contre le paludisme, pourquoi l'Afrique? Nous nous interrogeons. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banakani. Président Banakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, mon cher Jocelyn Gross. Le plaisir est toujours le mien quand je suis à vos côtés dans la continuité de ce combat. C'est un combat de vie ou de mort que nous avons engagé contre les ennemis de l'Afrique, qu'ils soient en interne ou en externe. Les liens de causalité entre les deux sont connus. Nous les avons exposés depuis bientôt plus d'une décennie. Donc c'est toujours un plaisir quand je me retrouve avec vous pour faire notre travail, pour payer notre dette à ceux qui nous ont précédés. Je salue Jures, je salue tous les web téléspectateurs, les abonnés et tous nos soutiens. Nous leur disons merci pour la compagnie. Ce sont des compagnons, des camarades de combat. Nous disons merci pour la famille de lutte que nous avons pu construire, en espérant qu'elle ne va cesser de s'agrandir. Merci de m'avoir invité, mon cher Jocelyn. Très heureux de vous avoir, président Banakani, depuis 2020. On se rappelle d'ailleurs de ce fameux vaccin contre le Covid-19. On en a parlé pendant très longtemps. Finalement, on a su. On connaît d'ailleurs les conséquences. Dès le départ, eh bien, tous les laboratoires avaient dit qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires. Il y a donc, depuis mardi dernier, un nouveau vaccin contre le paludisme. Cette fois-ci, on nous parle d'une efficacité avérée de 77%, pas de 100%. Cette fois-ci encore, on nous joue des tours. Et il y a 23% qui manquent à l'appel. Pourquoi avoir choisi l'Afrique quand on sait pertinemment que depuis des lustres, il y a un plan de réduction de la population, surtout du continent noir? Vous êtes un complotiste. Hein? Ah, je suis un complotiste. Vous êtes un complotiste. Je préfère encore. Vous déroulez les thèses complotistes. Vous avez les preuves de ce que vous dites. J'ai déjà entendu ça millions de fois. Nous assumons d'être des complotistes. Quand on sait qui nous appelle complotistes, on ne peut qu'être fier. Exactement. Si c'est les structures mises sur pied contrôlées par Davos, par Bilderberg, contrôlés par les financiers mondiaux, les patrons de Joe Biden, de Macron, de Trudeau, de Ursula von der Leyen, bref, de toute la classe de vauriens constituée par ce qu'on appelle des politiciens occidentaux et leurs valets africains. Ben, c'est ceux-là qui nous appellent complotistes. Mais je suis un homme très heureux. Parce que pour la simple raison que si un vaurien vous qualifie de quelque chose, depuis quand est-ce que les vauriens peuvent qualifier quelque chose? Depuis quand des vauriens peuvent apprécier? Ce sont des vauriens. Les vauriens n'apprécient pas, ils se taisent. Quand ils parlent, on considère que rien n'a été dit. Donc nous sommes très fiers d'être complotistes. Exactement. Moi, je suis fier d'être complotiste. Et je l'assume totalement. Nous allons bien comploter tout de suite là. Voilà. Nous allons dérouler un bon complot. Non, vous dites pourquoi l'Afrique? D'abord, commençons par préciser que tous ces fantasmes-là, tous ces caprices, on pourrait trouver d'autres mots si ce n'était pas la vie des gens qui sont en jeu, caprices d'un capitalisme sénile, qu'on voit là, sont l'expression d'un stade atteint par celui-ci. Le capitalisme, il n'y a plus de marché, les marchés sont saturés, le capitalisme est sénile, Lénine l'a démontré, il faut lire Impérialisme, stade suprême du capitalisme, entre autres, il y a d'autres livres, n'est-ce pas, où il démontre complètement
en quoi consiste ce stade atteint par le capitalisme qu'on appelle l'impérialisme. Il dit qu'il est agonisant, il est entré dans la putréfaction, il est saigné le capitalisme. Les monopoles, c'est-à-dire les multinationales et les transnationales sont son essence, désormais, sont eux qui dominent l'économie, et les multinationales et les transnationales ont accouché un monstre que personne ne contrôle pour l'instant, le monstre financier. C'est-à-dire l'industrie de la monnaie, ce qui contrôle la production, la circulation, la distribution et la gestion de la monnaie. Et il a dit que quand ce capital-là va fusionner avec le capital bancaire, va fusionner avec le capital industriel, c'est ça l'impérialisme. On y est. On y est. Il se caractérise par, par le fait que les modalités de reproduction du capitalisme ont muté. Il ne se reproduit plus en reproduisant l'homme. Lui-même, l'homme, qui était la garantie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelait de l'une des sections du capitalisme. Il y a Marx l'a divisé en deux grandes sections, A et B. La section B, appelons ça la consommation. D'un côté, il y a la production des biens de production. Il y a d'un côté la consommation. Le capitalisme se reproduisait en s'assurant que l'humanité se reproduise par le mécanisme de la consommation. Et on produit des biens de consommation, les gens se reproduisent, le capitalisme continue. Mais l'impérialisme, l'hyper-impérialisme a débouché sur un changement terrible, à savoir, le capitalisme ne peut plus désormais se reproduire en reproduisant l'être humain. C'est qu'on l'a connu hier. Il ne peut plus se reproduire. C'est ça le problème, la crise fondamentale du capitalisme. En l'état, et tel qu'il est en train de partir là, il ne peut plus se reproduire en reproduisant l'être humain. Là, comme vous voyez, ces patrons, ces tenants, cette classe globale, les financiers, qui ont désormais colonisé l'industrie et ont colonisé le secteur bancaire, n'est-ce pas, invente, imagine une quatrième révolution industrielle qui ne peut se faire que par la rédemption climatique de l'humanité, de la Terre, des écosystèmes, à travers une transition énergétique, n'est-ce pas, qui fait que désormais, plus l'économie, ce qu'ils appellent carboniser, le fossile, oui, n'est-ce pas, il faut arrêter tout ça, n'est-ce pas, il faut arrêter tout ça. L'arrêt de tout ça, Jocelyn Gauss, passe par l'avènement des nouveaux êtres humains que eux seuls sont augmentés. L'homme augmenté, eux seuls sont en droit. C'est à Elon Musk. Elon Musk, n'est-ce pas? Ils sont en droit de valider sa pertinence et son droit à la vie. C'est ça l'événement terrible que le 21e siècle doit affronter. Même comme les hommes font semblant de ne pas voir ça. C'est le défi là que nous avons affronté. Le capitalisme ne peut plus se reproduire en reproduisant l'humain tel qu'on l'a connu hier. Donc, alors, dans ce stade-là, l'équipe, vous êtes surpris de voir que désormais, les fonds de pension, les puissances financières du monde s'attaquent à tout ce qui est le commerce lié à la vie. Observez ça très bien. Observez ça très bien. Lié à la vie. Hein, les pensions, les retraites, l'enjeu de la retraite, la maladie. Regardez très bien ce que nous mangeons désormais. C'est-à-dire, regardez très bien, vous allez voir que tous les monstres de l'économie capitaliste à l'heure actuelle, à savoir les financiers, quels sont les secteurs qui les préoccupent et qui les attaquent et dans lesquels ils sont en train d'investir en attendant de réussir le quatrième révolution industrielle. C'est tout ce qui est lié à la vie, la maladie, la santé, la nutrition. Ils sont au cœur dans ça. Historiquement, Jocelyn Gauss, je veux répondre à la question pourquoi l'Afrique. Historiquement, vous allez voir que le capitalisme a tenu grâce à l'Afrique. Dès sa naissance, avec l'esclavage, à partir de l'esclavage, oui, jusqu'à la révolution en Angleterre, la révolution industrielle en Angleterre. Lisez l'histoire du capitalisme. Il n'aurait pas pu tenir sans l'Afrique. Sans accumuler de manière primitive le capital, en exploitant totalement la race noire, en lui pillant son énergie, en lui pillant sa ressource démographique, l'Occident a accumulé ce que Marx appelle le capital primitif, qui lui a permis de se lancer maintenant dans l'industrie. Oui. L'industrie. Avec la révolution en Angleterre. Même cette révolution en Angleterre ne pouvait pas tenir si on n'avait pas résolu un problème fondamental que la révolution industrielle va créer, le besoin de matières premières.
La colonisation, tout ça, c'était d'abord la question de l'approvisionnement en matière nécessaire à l'industrie naissante. Et aussi les marchés pour écouler les produits finis de l'industrie. Vous prenez la colonisation. Quand on passe de la colonisation au néocolonialisme, c'est toujours l'Afrique qui porte cette affaire. Que ce soit en matière première, en ressources humaines exploitées, c'est l'Afrique qui garantit les profits et les surprofits. C'est l'Afrique, de manière fondamentale. On passe à l'internationalisation des marchés, ce qu'ils ont appelé, qui est la phase intermédiaire qui aboutit à la mondialisation. Mais caractérisée par l'avènement des multinationales. Mais les multinationales ne peuvent pas spéculer si les matières premières, les matières premières ne sont pas vendues quasi gratuitement. Et ils ne payent pas au juste prix. On arrive à la mondialisation. Pareil, Joslingos. La question fondamentale est de savoir la base de l'industrie mondiale, la base de l'activité économique mondiale, c'est quoi? Contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas le fait que les gens produisent les biens finis, comme ils se vendent. La base, c'est que l'accès aux matières premières est quasi gratuit pour les Occidentaux. Et l'accès à la ressource humaine africaine est quasi gratuit. En fait, l'esclavage n'a jamais cessé. Et on arrive aujourd'hui à la question, on voit très bien ça avec la question de l'Ukraine, qui remet l'Afrique au cœur des enjeux mondiaux, Joslingos. C'est là que tout maintenant se joue. Maintenant, c'est clair, personne ne cache. L'Afrique a une belle femme, entre guillemets, qui ne sait même pas qu'elle est belle. Elle est courtisée par tout le monde entier. Vous dites, pourquoi l'Afrique? Ça, c'est d'abord la question. Ça, j'aborde la question de ce qu'on appelle l'angle de l'économie politique. Certains pourraient appeler ça la géoéconomie, si vous voulez. Mais on peut laisser ça. On peut aller plus loin. Ça veut convoquer l'enjeu démographique. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que l'avenir démographique du monde se joue en Afrique. Et tout le monde sait que pour l'Occident, la question de la démographie est un enjeu de sécurité majeur pour l'Occident. Soyons plus clairs. Ça veut dire que si l'évolution démographique du monde continue en l'état, l'Occident estime qu'il va disparaître. Il est en insécurité majeure. Voilà pourquoi, dès les années 70, les Américains décident que la question de la démographie est désormais un enjeu de sécurité nationale aux États-Unis. Les documents secrets sont élaborés par les gens comme Kissinger, etc., pour dire qu'il faut à tout prix diminuer la population mondiale, en particulier celle de l'Afrique. C'est la naissance des plannings familiaux qu'on va expérimenter en Chine, en Inde, dans une certaine mesure en Europe. Bon, là, on n'a pas besoin d'expérimenter parce que leur mode de vie fait qu'ils n'accouchent même plus beaucoup. Et particulièrement en Afrique. Lorsque vous remontez au fait qu'à l'origine, Joslingos, le capitalisme a un problème, a un complexe qu'il doit gérer. Ce que j'appelle le complexe malthusien. Le capitalisme est toujours constamment aux prises avec le problème. Le problème de l'adéquation, c'est ce qu'on appelle les ressources et la population. Il y a un monsieur qu'on appelle Malthus, il élabore cette thèse, il dit, tant qu'il y a les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles, il y a une régulation naturelle qui va s'opérer. Mais à partir du moment où on a libéré l'industrie de manière à ce que celle-ci produise de manière anarchique, ça veut dire que sa production ne soit contrôlée que par le besoin de profit des capitalistes, on a lâché, comment on dit ça? On a lâché un monstre. Et ce caractère anarchique de la production capitaliste va déboucher à ce qu'on appelle un renouvellement de la pensée malthusienne dans le néo-malthusianisme, à savoir qu'il ne faut plus attendre les catastrophes naturelles comme étant le régulateur naturel, n'est-ce pas, de l'adéquation des ressources, n'est-ce pas, à la population. Désormais, il faut anticiper sur la nature. Il faut créer les catastrophes. Écoutez bien, il faut créer les catastrophes. Il faut créer des séismes. Il faut créer ça pour que désormais les capitalistes puissent réguler justement cet enjeu majeur du capitalisme, à savoir l'adéquation entre les ressources, n'est-ce pas, et la population. Donc, vous voyez donc que
Si on met ça sur la table gauche, on comprend pourquoi c'est l'Afrique qui est en première ligne. Je laisse de côté tous les préjugés racialistes, sur l'Afrique. Je laisse de côté le fait que l'Afrique, politiquement, n'existe pas encore réellement. Sur le plan géopolitique, n'existe pas encore réellement. Et de ce fait, donc, comme depuis l'avènement de l'Occident, c'est l'Afrique qui est le mouton noir de l'Occident, c'est l'Afrique qui est la bête de somme de la postérité occidentale, et Justin Goss, vous aurez voulu qu'il se retourne vers où? Vous voulez qu'il se retourne vers qui? Hein? C'est-à-dire que dans la nouvelle division internationale du travail, Jocelyn Goss, à l'ère de la globalisation, il n'y a que vers l'Afrique, il n'y a que l'Afrique qui peut servir de lieu d'expérimentation de tout ce néo-malthusianisme qu'on est en train de voir. Et dont l'OMS est le centre majeur. Ça revient donc sur la question que vous avez soulevée. L'enjeu de ce vaccin paludisme. Jocelyn Goss, première chose d'abord, qui nous parle? Qui parle? L'OMS. Vous baissez la tête. L'OMS. Dans un monde normal, et on dit que les Africains ont déjà détruit, saccagé tous les bâtiments qu'on met OMS en Afrique. Il dit dans un état de normalité historique, il n'y aurait plus aucun bâtiment. En fait, l'OMS n'existerait plus en Afrique. Vous ne pouvez pas parler de l'ONU. Parce qu'il n'y a pas plus... Un des ennemis majeurs du continent africain, c'est l'OMS. Et qui parle au nom de l'OMS? Son directeur général. Docteur qui? Adhanom Ghebreyesus. Un criminel. Un assassin. C'est-à-dire que ils sont conscients de ça, l'OMS sait que dans la mémoire du monde à l'heure actuelle, c'est une organisation criminelle qui n'a aucune crédibilité, qui doit passer devant un tribunal. Tout à l'heure, je reviens dessus avec des éléments factuels. Ils le savent. Ils savent très bien qu'il y a eu un avant-coronavirus et un après-coronavirus. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'abord une démarche de vouloir se récrédibiliser. Un criminel veut se récrédibiliser, veut se blanchir en se présentant comme quelqu'un qui s'occupe de la santé mondiale, et en particulier, c'est ceci du sort de l'Afrique. Depuis quand l'OMS peut s'occuper de la santé des Africains? On a envie de sortir, on a envie d'arrêter tout ce qu'on fait là. Je vous dis, on n'a pas envie de continuer. C'est-à-dire que depuis quand on peut admettre que l'OMS s'occupe de la santé des Africains? Qu'est-ce que l'OMS connaît en matière de santé? Quand on lit son histoire, quand on lit les pratiques là institutionnalisées, quand on lit son organisation, qui sont ses sponsors, qui décident à l'OMS. Est-ce que l'OMS peut être qualifié pour parler de la santé, pour ne pas dire dans le monde entier, d'un Africain? Quand on considère l'histoire de la maladie, l'histoire des épidémies en Afrique, depuis les indépendances, du moins, depuis la colonisation jusqu'à maintenant, quand on considère l'histoire des pathologies, des épidémies, etc. sur l'Afrique, et le rôle que y a joué l'OMS, est-ce que l'OMS peut s'occuper de la santé en Afrique? Quel est ce continent où le violeur est celui qui soigne sa victime? Quel est ce continent où le bourreau est celui qui est le philanthrope de sa victime? Quel est ce continent-là? Il y a un problème. Il y a un problème. L'Afrique est le seul continent où l'OMS évolue en terrain conquis. Elle tue, elle juge. C'est qui juge ses crimes. Elle cause les maladies et c'est qui soigne les maladies. Oui, Jocelyn Goss. Il y a un précédent, le dernier précédent sur le coronavirus. Oui. Avec son collègue criminel de l'ONU. Qu'est-ce que ces deux voyous ont dit concernant l'Afrique? Que l'Afrique va compter les morts en millions. Pendant qu'il le disait, nous n'avons jamais cessé de répéter ça. Les morts tombaient en Italie par milliers. Ils ne sont pas allés s'occuper des Italiens. On leur a dit, mais pendant qu'on dit qu'il y a les morts, pendant qu'on dit que l'Afrique va compter ses morts en millions, il n'y a pas encore de morts en Afrique, mais il y a les morts en Italie. Ça ne les regardait pas. Parce que dans le plan, on n'a pas prévu ça, du moins. La séquence n'est pas comme ça.
C'est l'Afrique qu'on visait d'abord. C'est l'Afrique qu'on visait en tant que tel. Le Singos. Il a fallu que ce sont les Russes qui ont piqué les Italiens. Les Russes sont allés au secours des Italiens. Mais l'OMS était assis. Il y avait l'ONU, à travers les deux figures du secrétaire général de l'ONU et du directeur général de l'OMS, c'est-à-dire deux bandits, deux criminels, deux salopards. Ils étaient là assis à attendre de compter les millions de morts. Africains. Mais il n'y a pas eu de millions de morts en Afrique. Il n'y a même pas, il n'y a pas eu quasiment, il n'y a même pas eu de morts en Afrique. Il n'y a pas eu de morts en Afrique. Parlons comme ça. L'Afrique a terrassé le coronavirus. Le Singos. Et moi et toi, le temps en première ligne de ce côté. Exactement. À l'époque, quand moi et toi, on disait aux gens que c'est du n'importe quoi. C'est un génocide universel programmé. Que moi et toi, on n'a pas subi. On nous a dit que vous êtes médecin, hein? Mais débrouillez-vous dans votre affaire de géopolitique. Là. Si vous parlez de médecine, vous êtes qualifié, taisez-vous. Et moi, j'ai demandé à ceux qui nous attaquaient que Bill Gates est médecin. J'ai demandé si Bill Gates, le patron de l'OMS, le patron, j'ai demandé s'il était médecin. C'est un mécanicien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui bricole les machines, qui croise les tas de... C'est-à-dire que c'est un mécano. On dit ingénieur, je dis que c'est un mécano. Mais Bill Gates est le patron de la santé mondiale. Sous couvert OMS. Oui. Quand nous avons posé la question à ceux-là, ils n'ont jamais répondu jusqu'au jour aujourd'hui. Mais Jocelyn Goss, l'ONU et l'OMS qui nous a prévu des millions de morts en coronavirus et qui a vu ses prédictions échouer lamentablement. Cette semaine-là nous a menti sur le coronavirus sous couvert de la science. Et le fait que c'est elle qui a été qualifiée sur le plan institutionnel pour parler de la santé dans le monde. Elle a menti. Mais elle a menti en connaissance de cause. Parce qu'on peut mentir inconsciemment. On peut mentir sous pression, mais mentir en toute connaissance de cause est plus qu'un crime. L'OMS a comploté contre l'Afrique pour que l'Afrique perde des millions et des millions de ses enfants de Slingos. Dieu ne l'a pas accepté. Les fils éveillés du continent, utilisés par Dieu, ne l'ont pas accepté. D'où vient-il que cette OMS aujourd'hui vient nous dire qu'elle veut nous soigner, elle veut soigner le paludisme en Afrique. Et que des États africains, le Burkina, le Ghana et consorts, et bientôt le Cameroun, veulent venir soigner leurs enfants avec les vaccins de l'OMS. Crime organisé. On a affaire à une pègre mondiale. C'est du crime organisé, Jocelyn Goss. C'est du crime organisé. Je vais vous donner quelques données factuelles. Alors nous parlons. Est-ce que vous savez que une plainte pour crimes mondiaux contre l'humanité est déposée et a été reçue par la Cour de justice supérieure du Canada? Une équipe de plus de 1000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigés par l'Allemand Rainer Fuellmich, l'un des avocats les plus puissants d'Europe, a lancé la plus grande plainte de l'histoire appelée Nuremberg 2. Le mot Nuremberg n'est pas un hasard. 2. Contre l'OMS et le Davos Group, dirigé par Klaus Schwab, un petit nation âgé de 80 ans. L'objet de la plainte, c'est crime contre l'humanité. Fuellmich et son équipe ont rassemblé des milliers de preuves scientifiques. Je répète, milliers de preuves scientifiques démontrant le manque total de fiabilité des tests PCR liés au coronavirus, vous vous rappelez, et la fraude qui les sous-tend. Fuellmich parlait alors des vaccins et constatait qu'ils n'ont rien à voir avec les vaccins, mais font partie d'expériences génétiques. Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux établis par un personnel médical corrompu, le vaccin expérimental lui-même viole l'article 32 de la Convention de Genève. C'est pas vous qui avez fait la convention, là. Ils sont eux. Selon l'article 32 de la 4e Convention de 1949, dit ceci, en son article 32, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas nécessaires au traitement médical d'une personne sont interdites. Oui. Je réponds. Les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas nécessaires au traitement médical d'une personne sont interdites.
Mais selon l'article 147, la réalisation d'expériences biologiques sur les êtres humains constitue une violation grave de la Convention. Le vaccin expérimental viole les 10 codes de Nuremberg qui prévoient la peine de mort pour ceux qui enfreignent ces traités dits internationaux. Fulmich a également ajouté que tout cela a été prévu depuis longtemps pour être mis en œuvre en 2050, le programme coronavirus. Mais ensuite, les ficelles sont devenues gourmandes et ils ont décidé d'anticiper les plans d'abord en 2030 et finalement en 2020. C'est dans cette précipitation qu'ils ont commis tant d'erreurs. Et la vraie raison qu'ils donnent, c'est que le groupe en question, c'est 3000 super riches dans lesquels vous avez la clique de Davos autour du nazi, Klaus Schwab. Que veulent-ils? Que veulent-ils, le Slingos? Un contrôle total sur l'être humain. Pour ce faire, ils soudoient les médecins, le personnel hospitalier et les politiques. Vous vous rappelez les milliards déversés pendant le coronavirus pour acheter les États? Vous vous rappelez? Il y a des présidents qui ont dit ouvertement qu'on est venu leur proposer les milliards. Le président biélorusse, il n'est pas mort parce qu'il a eu la chance. Les présidents africains qui ont refusé, qu'est-ce qui leur est arrivé? Morts. Tous morts, comme celui du Burundi, Pierre Nkurunziza, comme celui de la Tanzanie. Comment j'oublie encore ce grand homme-là? J'oublie son nom, le grand président de Tanzanie qui est mort dernièrement. John Magufuli, dont les Africains ne connaissent même pas encore l'histoire, ne veulent pas étudier l'histoire pour voir le miracle que ce monsieur faisait en Tanzanie. Et comme par hasard, celle qu'il a remplacé, c'est une femme qui était pro-vaccin, tout en étant musulman, ce n'est pas la question. Donc, ces gens-là veulent un contrôle total sur l'être humain. Et la vérité est celle-ci, Gauss. Je reviens toujours à la question du capitalisme. Pourquoi ces gens-là s'intéressent à notre santé, à ce qu'on va manger, tout ça? Les fonds de pension, les fonds de retraite et les fonds de pension. Juste un gosse. Ils ont pillé tous les fonds de pension. Ils l'ont pillé. Je ne veux pas le dire. Il faut combler le tout. Pas le mieux que d'inventer des marchés artificiels basés, par exemple, sur des marchés qui produisent de manière mécanique des super profits parce qu'ils sont basés sur des monopoles organisés en amont comme en aval. Je cause la maladie, je produis le vaccin, je les vends en milliards de doses. Les laboratoires sont là, les politiciens sont là, les États sont là. On les a tous corrompus dans un système de je te tiens, tu me tiens, et vous et moi, nous sommes les cobayes. C'est ça qui est la vérité de cette affaire. Et il n'y a pas une autre vérité. Donc, avec un précédent comme le coronavirus, avec toutes les preuves qui s'accumulent, que ce soit dans tous les pays, maintenant, beaucoup de pays européens commencent à reconnaître les effets secondaires et décident d'indemniser les gens. Que ce soit au Japon, partout, en Europe, ils commencent. Aujourd'hui, aux États-Unis, il est interdit à des vaccinés de donner leur sang. J'ai dit aux États-Unis, jusqu'à présent, l'OMS là, organisation criminelle et vaurien, n'a pas été en mesure d'aller inspecter en Chine. Pour vous dire, vous et moi, l'origine du coronavirus. On connaît l'origine. On a voulu aller enquêter pour savoir, pour certifier. La Chine a dit, vous n'entrez pas chez moi. Vous n'entrez pas chez moi. Le patron de coronavirus dans le monde, M. Fauci, qui était le patron du Centre américain des maladies, des pathologies. Fauci. Vous connaissez l'histoire de ces comment on appelle ça, de ces emails. Mais il est chez lui tranquille. Monsieur Fauci a menti à tout le monde. Il était à la tête d'un système mondial de corruption absolue. De trafic des données scientifiques, Jocelyn Goss. Fauci aux États-Unis tranquille, il n'est pas en prison. Macron qui a tué les Français et qui ne s'est pas vacciné. Jusqu'à aujourd'hui, on sait en France aujourd'hui.
Macron ne s'est pas vacciné. Il refuse de publier son statut vaccinal. Mais il y a Lassalle, homme politique français éminent, ancien député, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui jure, il dit qu'il a les preuves. Macron ne s'est pas vacciné. Il n'est pas le seul. Toute l'élite occidentale ne s'est pas vaccinée. Pendant que les gens mouraient, pendant que les gens étaient sous comment on dit ça? Les états d'urgence, les hommes politiques occidentaux faisaient la fête, couchaient les femmes, se livraient à leur partose. En France, en Angleterre, partout, au Saint-Gausse. Ils se moquaient des gens. Tout ça sous le regard de l'OMS. Mais c'est quoi cette organisation qui maintenant ose venir nous parler d'un vaccin? A-t-elle fait le bilan du coronavirus? Pas encore. Avons-nous la lumière sur l'origine du virus? Du tout. Et comment a-t-on pu donc imposer à l'échelle mondiale un vaccin expérimental dont les fabricants ont dit nous ne sommes pas responsables des effets secondaires du vaccin. Eux-mêmes ont refusé de se vacciner. Le directeur de Pfizer l'a dit en public, il ne me vaccine pas. Mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Les humains sont encore normaux? Nos dirigeants sont-ils encore normaux? Donc pour dire quoi, monsieur? Moi, je rejette ce vaccin de paludisme. Mes enfants n'en prendront jamais. Quelqu'un s'approche de mon enfant avec ce vaccin-là. Quelqu'un s'approche. Ceux qui veulent mourir, qu'ils aillent mourir. Il y a un problème. Une organisation comme l'OMS, qui est criminelle, dont le statut criminel est désormais établi, ose venir vendre aux Africains un soi-disant vaccin contre le paludisme pour se décrédibiliser et nous préparer le nouveau mécanisme de réussite de leur plan, qui lui ne variera jamais, à savoir, nous sommes trop nombreux sur Terre, on en veut 600 millions, pas plus. C'est le commandant Cousteau qui a trahi leur plan. Lui-même, il était dans le plan. Chiffres exacts. Alors, terminons donc en rappelant, à partir de là donc, en rappelant un ensemble de principes, Jocelyn Goss. La recommandation est fondée sur les résultats d'un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi, qui a permis d'atteindre plus de 800 enfants depuis 2019. Ils sont devenus les champions des études. Ils font les études tous les jours pour justifier leurs crimes. Eux seuls contrôlent leurs études, ceux qui définissent les critères de leurs études, ceux qui valident tous les procédés liés à l'étude et tout. Eux seuls sont en mesure d'analyser les résultats de leurs études. Justin Goss, quelle est donc cette science? Quelle est donc cette science qui refuse toute contradiction, y compris venant de la part des experts reconnus comme tels par le réseau même de leur science? Quelle est cette science-là qui refuse de soumettre ses résultats à la critique, à l'analyse publique? Quelle est la base de la science? Toute démarche scientifique refuse la critique, la confrontation. Les essais entre pairs, je ne parle même pas encore du fait que, je ne parle même pas des conséquences sociales, n'est-ce pas, de leur pratique scientifique. Je dis entre pairs, qui refusent ça. Peut-on appeler encore ça de la science? Du tout. Voilà le coronavirus, c'est ce qui s'est passé. Et l'OMS est champion dans ça, Jocelyn Goss. Alors, ça pose donc quelques questions. Je vais terminer par là. Qu'est-ce que la maladie au XXIe siècle? Vous que le paludisme c'est une maladie. Qu'est-ce que la maladie? Entre la définition de la maladie, telle que ceux qui la vivent peuvent la concevoir, entre la définition de la maladie telle que ceux qui vivent dans l'écosystème d'une maladie peuvent le définir, et la définition donnée par une instance centrale revendiquant une universalité, n'est-ce pas, un écosystème universel dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la maladie? À partir du moment où on identifie ce germe comme le germe historique d'une maladie, et qu'en laboratoire, on peut lui ajouter des fonctions à votre insu. Qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que la maladie? Aujourd'hui, qu'est-ce que le paludisme? Qui peut encore définir ça? Ces criminels nous sortent un vaccin appelé RTS, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette affaire? C'est quoi le paludisme aujourd'hui au XXIe siècle? Qui peut encore définir aujourd'hui maladie au XXIe siècle? Entre ce que disent les laboratoires, qui veulent gagner des milliards d'argent, entre ce que pensent les mondialistes et consorts d'une même maladie, qui a la définition d'une maladie aujourd'hui, Jocelyn Goss? Première question. Quelqu'un me répond à ça, on peut continuer. Depuis qu'on pense que
l'existence d'un organe mondial centralisant la gestion des maladies est nécessaire. Qui a dit ça? J'ai pu dire quoi? L'homme sert à quoi? Il n'y a pas de maladie mondiale, ça n'existe pas. Je répète, il n'y a pas de maladie mondiale. Les maladies viennent d'un écosystème précis, d'un contexte précis. Et leur explication est liée à ce contexte précis. Qu'une maladie puisse se répandre, c'est une chose. Mais je dis qu'il n'y a pas de maladie mondiale pour justifier l'existence d'une entité mondiale qui va venir gérer les maladies. L'OMS ne sert à rien. Elle est utile pour les mondialistes qui veulent tuer l'être humain, qui veulent liquider l'humanité. C'est ça son rôle. On nous a trompés pendant plus de 70 ans. Comme on dit, on a lancé les graines de maïs. Quand tu vas attraper un oiseau, tu lui jettes les graines de maïs. Une poule. Elle va venir tomber là, et tu vas la tuer. On nous a jeté les graines de maïs pendant longtemps pour nous attirer, pour faire croire que l'OMS fait à quelque chose. Mais Dieu a ouvert nos yeux. C'est une organisation criminelle. À partir du moment, Jocelyn Gauche, où la maladie n'a pas pu s'extraire, ne peut pas s'extraire des enjeux géopolitiques, des enjeux géofinanciers, des enjeux géoéconomiques, des enjeux civilisationnels. Qui peut faire confiance à l'OMS pour définir une maladie? Quels sont ces États irresponsables africains qui continuent à confier le sort de leur santé à un organisme soi-disant international, placé à Washington, je ne sais pas où, à Genève? C'est un degré et c'est par là qu'on sent que les Africains ont encore un problème, Jocelyn Gauche. Il n'y a qu'en Afrique qu'on croit que le traitant pour te soigner doit être loin de toi. Il doit être à Genève. Loin! Pour te soigner et définir de quelle maladie tu souffres, de quoi tu souffres, il doit être à des centaines de milliers de kilomètres de toi. Le temps que tu arrives chez lui, tu es déjà mort. Le temps que tu arrives chez lui, ta maladie a muté. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut faire croire ça. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut faire croire que le vaccin est le seul procédé désormais valable pour fournir les soins aux gens. Quand les Africains répondront à ces questions qu'ils viennent de poser, eh bien, ils garantiront leur santé. Si ce n'est pas le cas, c'est que la colonisation n'a pas réussi, c'est que le savant n'a pas réussi, les vaccins vont réussir. Pour ce qui me concerne, je me battrai jusqu'à ma mort. Mes enfants ne prendront pas ces poisons. Et je défendrai la santé de mes enfants et de ma santé par tous les moyens nécessaires. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus nombre. Nous savons pertinemment que la censure est de taille et nous faisons d'ailleurs un clin d'œil à cette censure. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée.